Le sophisme de l'appel à la nature revient à user du mot « naturel » pour valider ou invalider une pratique, un produit ou une idée. Ce qui irait contre l'ordre naturel des choses, ce serait mal. Examinons un peu cette disposition d'esprit qui incite les uns à préférer un yaourt nature et rassure les autres sur la légitimité d'une bonne épuration ethnique. Alors entendons-nous bien, il n'y a rien de mal à aimer la nature, à militer pour plus d'écologie, plus de respect de notre environnement. C'est même nécessaire et la mobilisation des gens peut avoir des résultats formidables avec la sauvegarde d'espèces menacées et d'écosystèmes en danger. Dire que la nature est belle et qu'il faut la protéger contre les effets néfastes de l'activité humaine, ça n'a rien d'un sophisme. J'irais même plus loin. L'idée que ce qui est dans l'ordre naturel des choses est bon pour nous n'est pas complètement absurde. L'animal que nous sommes est le résultat d'une adaptation lente, exigeante, parfois cruelle de ceux qui nous ont précédés envers leur environnement. Nous sommes en vie parce que nos ancêtres ont appris à survivre dans leur environnement naturel. Il est donc tout à fait attendu que notre instinct nous pousse à nous conformer à une sorte d'état normal qui correspond à ce qui se passe dans la nature. En cas de doute, nous choisirons en général l'option qui nous semble la plus naturelle. Mais nous avons vu dans l'épisode sur l'appel à la nature que nous utilisons le mot « naturel » à tort et à travers, bien souvent pour nous cacher à nous-mêmes l'irrationalité d'une préférence ou d'une conviction. Et en fait, nous confondons naturel et intuitif. Si notre intuition est bel et bien un produit de la nature, pour autant, rien ne garantit qu'il faille toujours la suivre. Notre intuition parfois se trompe gravement. L'appel à la nature est un sophisme parce que l'on prétend tenir une position argumentée, donc rationnelle, quand en réalité on exprime un sentiment ou un désir. Ce n'est pas parce que la framboise est naturelle que nous aimons la manger, parce que si c'était le cas, nous aimerions manger des fleurs de magnolia, boire de l'eau de mer et brouter du lichen. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Donc, aucune chose n'est bonne sous prétexte qu'elle est naturelle. Tout ça, on l'a déjà plus ou moins dit dans l'épisode précédent, mais il manquait sans doute une référence à Monsieur David Hume qui n'était pas un imbécile. On appelle guillotine de Hume le principe suivant. You cannot derive an out from an is. Dont la traduction, pas si aisée, pourrait donner « on ne peut pas inférer un devoir à partir d'un être ». Ce n'est pas parce qu'une chose se produit dans la nature qu'elle est souhaitable, ou encore, on ne peut pas tirer une conclusion à l'impératif de prémices qui seraient toutes à l'indicatif. C'est une proposition de métaéthique très discutée chez les philosophes, et même si Hume a tranché la question avec sa guillotine, on réfléchit toujours sur la source et la justification de nos jugements moraux. Le sujet est loin d'être anodin, car l'appel à la nature a joué un rôle et continue de le faire dans la diffusion d'idées et la justification de décisions gravissimes et criminelles. Le darwinisme social est une doctrine politique qui postule que la lutte pour la vie entre les humains est l'état naturel des relations sociales. La loi du plus fort prévaudrait dans la nature, et il serait donc souhaitable de l'appliquer dans la société, ce qui conduit à normaliser l'élimination des moins aptes. Déjà, exonérons Charles Darwin qui n'a jamais accepté que le principe de la sélection naturelle soit ainsi dévoyé au bénéfice d'une doctrine politique. C'est Charles Spencer qui a théorisé ce qu'il conviendrait donc d'appeler le spencerisme. Le spencerisme a convaincu des gens que lutter les uns contre les autres était la bonne chose à faire. C'est très triste parce que dans une espèce aussi sociale que la nôtre, l'entraide a joué un rôle évolutionnaire au moins aussi important que la compétition, ce que Spencer n'avait pas compris. Mais surtout, que la compétition soit ou ne soit pas le mécanisme principal ayant gouverné l'histoire de notre lignée n'affecte en rien ce que nous devons faire. Que les bonobos, nos plus proches parents actuels dans le règne animal, règlent toutes les tensions sociales par le sexe n'implique pas que nous devions nous adonner à la même pratique. Encore que... Que les lions adultes prenant le contrôle d'un groupe de femelles tuent les lionceaux pour pouvoir se reproduire plus vite n'a rien qui puisse justifier l'infanticide. Et n'allons pas chercher chez les fourmis esclavagistes l'alibi qui rendrait l'asservissement humain acceptable. Aucun comportement animal ne porte en soi d'argument sur les choix que l'humain peut faire ou ne pas faire. Et aucune action politique ou sociale ne doit être entreprise ou défendue à la faveur d'un appel à des lois de la nature. Dire que la nature est bien faite n'a pas de sens. Justifier une norme sociale par sa conformité avec la nature n'est pas plus sensé. Préférer un produit parce qu'il serait plus naturel n'a de sens à la rigueur que si l'on veut dire par là qu'il limite l'empreinte écologique humaine. Calquer notre manière de traiter les autres sur ce qui se passe dans la nature, ou sur ce qu'on s'imagine qu'il s'y passe, participe du même mode de pensée. Et c'est une chose extrêmement sérieuse. Moralité. Si vous voulez sauver le monde, c'est très bien. Mais ça ne se fera pas en employant le sophisme d'appel à la nature. Et il me semble naturel de vous informer que le prochain épisode de La Tronche en Biais traitera des influences sociales.